on a sa propre monnaie, l'État peut faire l'avance. Mais ça, ils n'ont pas compris. Et même les dirigeants progressistes, parce que Nyerere, quand on lit la déclaration d'Arusha, il nous dit, on nous demande de dépenser plus. Mais dépenser plus veut dire prélever sur le peuple, mais le peuple est pauvre. Et donc on ne peut pas faire. La vache n'est pas assez grasse. C'est ça que Nyerere dit. Nyerere était très progressiste, mais il n'a pas compris. Même chose avec Sankara. Et c'est la même chose avec Ibrahim Traoré et les autres. Ils sont progressistes, je les respecte, je les admire. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ah oui? Oui, parce que quand on a sa banque centrale, l'argent, ce n'est pas quelque chose de physique, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas quelque chose. C'est juste des inscriptions. On dit, par exemple, voilà, on veut construire des écoles, etc. La première question qu'il faut se poser, est-ce qu'on a des ingénieurs qui peuvent fabriquer ces écoles? Vous avez les terres, vous avez la main-d'œuvre. Vous avez tout. Bonjour Dango. Bonjour. On est donc au musée des civilisations noires pour célébrer le centenaire de la naissance de Frantz Fanon. Et vous avez fait une communication autour justement de la monnaie. Et vous avez notamment dit que nos arrière-grands-mères comprennent mieux la monnaie que nos élites africaines. Mais comment vous l'expliquez? Bon, il y a un mot qu'on trouve souvent chez Fanon, c'est aliénation. Aliénation culturelle. Parce que quand le colonisateur est venu, pour nous, en tout cas, exploiter, piller, il fallait contrôler le système monétaire. Et donc la première chose que, par exemple, que la métropole a faite, dans le cas des pays qui allaient devenir les colonies de la France, par exemple en Afrique de l'Ouest, quand l'AOF a été créée en 1895, l'une des premières décisions a été d'interdire les importations de courrier. Qu'on utilisait pour le commerce, aussi pour des raisons religieuses et autres. Et donc après, les administrations coloniales ont dit que vous devez nous payer des impôts en francs. Vos courriers n'ont plus aucune valeur. Et donc les femmes portaient les courriers comme en forme de collier. Chaque courrier avait une valeur particulière. Et donc du jour au lendemain, vous accumulez une épargne, c'est un patrimoine financier, et on vous dit que ça ne vaut plus rien. Et donc les femmes ont résisté. Les femmes, quand elles organisaient le commerce, y compris le commerce intra-régional, etc., elles s'appuyaient sur les courriers. Et le jour au lendemain, on leur dit que ça ne vaut plus rien. Vous devez maintenant nous payer des impôts en francs. Donc les femmes disaient non, il ne faut pas. Il faut qu'on maintienne nos courriers et qu'on continue à faire ce que nous faisions. Et donc, ces femmes, sans être des théoriciens, etc., sans avoir été à l'université, etc., elles comprenaient la réalité de la monnaie. Donc du jour au lendemain, quelqu'un vous dit, le pouvoir vous dit que ça ne vaut plus rien. Et donc elles ont résisté pendant 50 ans. Et donc les administrateurs coloniaux ne pouvaient pas comprendre la résistance de ces femmes africaines. Mais ils me disaient, mais pourquoi ces femmes nous résistent? Est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas hommes, etc. Mais parce que ces femmes avaient compris que quand on perd l'initiative monétaire, on perd l'initiative économique et on perd en fait en souveraineté. Et nos arrière-grands-mères avaient compris cela. Et il y a en tout cas un texte vraiment superbe qui raconte cela, qui a été fait par un anthropologue. Mais paradoxalement, nos dirigeants, nos économistes, nos financiers, qui ont eu des diplômes un peu partout, ne comprennent pas ce que nos grands-mères avaient compris et vécu dans leur chair. Donc c'est l'aliénation. Puisque la souveraineté commence par la souveraineté monétaire et que nos élites, notamment dirigeantes, ne comprennent pas, par quelle stratégie il faut comprendre la monnaie avant qu'on ne passe à la vraie souveraineté? Il faut faire un travail d'éducation parce qu'il est très difficile d'aller à rebours de ce qui s'est construit, disons, pendant la période coloniale. Parce que pendant la période coloniale, effectivement, il n'y avait pas de souveraineté monétaire. Parce que les administrations coloniales n'avaient pas de banque centrale. Et donc les administrations coloniales, la manière dont elles finançaient leurs dépenses, ça ne venait pas de la métropole. La métropole n'a rien donné. Quand vous regardez les données statistiques, disons de 1848 à 1960, la France n'a presque rien donné aux administrations coloniales. En tout cas dans les pays de l'AOF, Afrique occidentale française, Afrique orientale française. Donc ça veut dire qu'ils ont ponctionné les peuples. Vous payez des impôts et des taxes en francs et le travail forcé. C'est comme ça que les dépenses des administrations coloniales ont été financées. C'est comme si vous êtes au Sénégal, Tambacounda ne peut financer ses dépenses qu'à travers les impôts et taxes parce que Tambacounda n'a pas de banque centrale. Mais quand on a pris notre indépendance, nos dirigeants sont restés avec ce modèle. Ils ont dit que pour pouvoir financer nos dépenses, il faut qu'on taxe les populations qui sont déjà pauvres. Et donc ils ont connu le modèle colonial sans savoir que maintenant qu'ils ont la souveraineté politique, ils peuvent avoir leur propre banque centrale. Et la banque centrale c'est quoi? Mais c'est l'instance qui crée l'argent.
n'y a que la banque centrale qui peut créer l'argent. Et donc vous êtes État, un gouvernement, vous créez votre propre banque centrale légalement. Votre banque centrale peut créditer le compte de l'État central. On dit que 31 décembre, le Parlement a voté le budget. Le Sénégal doit dépenser 6 000 milliards de CFA. Et la loi peut dire, vous créditez directement le compte central de l'État dès le 1er janvier. On paye les bourses des étudiants, les entrepreneurs, etc. Il n'y a pas d'arriéré. Et si on a 5 000 milliards ou 5 500 milliards qui viennent comme impôts et taxes, on déduit. Et il n'y a rien à faire parce que la dépense a été déjà faite. Donc quand on a sa propre monnaie, l'État peut faire l'avance. Mais ça, ils n'ont pas compris. Et même les dirigeants progressistes, parce que Nyerere, quand on lit la déclaration d'Arusha, il nous dit, on nous demande de dépenser plus. Mais dépenser plus veut dire prélever sur le peuple. Mais le peuple est pauvre. Et donc on ne peut pas faire. La vache n'est pas assez grasse. C'est ça que Nyerere dit. Nyerere était très progressiste, mais il n'a pas compris. Même chose avec Sankara. Et c'est la même chose avec Ibrahim Traoré et les autres. Ils sont progressistes, je les respecte, je les admire. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ah oui? Oui, parce que quand on a sa banque centrale, l'argent, ce n'est pas quelque chose de physique, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas quelque chose. C'est juste des inscriptions. On dit, par exemple, voilà, on veut construire des écoles, etc. La première question qu'il faut se poser, est-ce qu'on a des ingénieurs qui peuvent fabriquer ces écoles? Vous avez les terres, vous avez la main-d'œuvre. Vous avez tout. L'État crédite des chiffres sur les comptes. C'est ça l'argent. Il n'y a même pas besoin d'imprimer des billets, on crée des chiffres. Et donc ça, tout État peut le faire. C'est la souveraineté monétaire. Maintenant, la seule limite, c'est que par exemple, si vous voulez faire, par exemple, construire ce musée, bon, ça, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de technologies qui ne viennent pas d'ici. Donc, il faudra peut-être trouver des dollars et des euros pour le faire. Mais tout ce que vous pouvez faire vous-même, vous financez vous-même. Et seulement vous-même pouvez financer. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre, parce que l'argent, en Afrique, on dit que l'argent circule, etc. En fait, quand on dit que l'argent circule, ça veut dire que quand on dépense, c'est un revenu pour quelqu'un. Et celui qui a un nouveau revenu peut dépenser pour un autre. Mais l'argent en tant que tel, ça ne circule pas. Parce que l'argent est une créature électronique. Les billets et pièces peuvent faire illusion, ça circule bien entendu. Mais ça, c'est vraiment une toute petite proportion des moyens de paiement. Et donc l'argent, généralement, c'est créé comment? On a juste des chiffres sur les ordinateurs. C'est comme ça que c'est créé. Par la banque centrale et par les banques commerciales. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un projet qui requiert des ressources réelles que vous avez sur place, vous avez les ingénieurs, vous avez les terres, etc., vous pouvez financer, il n'y a aucune contrainte. La seule contrainte que vous avez, c'est ce que votre argent ne permet pas d'acheter. Et ça, comme nous en Afrique, on a quand même beaucoup de richesses naturelles. On a du pétrole, on a du gaz, on a du lithium. Si nous-mêmes, on éduque nos enfants pour qu'ils aient les connaissances pour gérer cela, mais on va avoir des dollars et des euros dont nous avons besoin pour acheter tout ce qu'on veut comme technologie. Et on n'a pas besoin du FMI dans ce cas, on n'a pas besoin de la Banque mondiale, on n'a pas besoin d'émettre des dettes en monnaie étrangère. Mais ça, les dirigeants n'ont pas compris. Eux, ils disent qu'on n'a pas d'argent. Les autres disent, nous, on a de l'argent. Mais l'argent des autres ne sort jamais de leur système bancaire. Parce que comme j'ai dit, c'est sur les ordinateurs. Donc ça ne circule jamais. Si on vous donne $1 milliard, on vous prête $1 milliard. Ça veut dire que ce $1 milliard est dans un système bancaire aux États-Unis. Et donc on va vous dire, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Si vous voulez payer vos fonctionnaires, vous les payez dans votre propre monnaie. Disons le CEDI, si vous êtes au Ghana, Naira, etc. La Banque centrale va créer ex nihilo comme ça l'équivalent dans sa propre monnaie et va payer les fonctionnaires. Donc ça veut dire que pour payer les fonctionnaires, on n'a pas besoin d'avoir des dollars, on peut toujours le faire. Et donc l'argent de l'étranger sert à acheter des choses à l'étranger. Et donc nous prenons des dettes qui ne nous bénéficient pas parce que ça stimule, disons, l'économie des autres. Donc si vous voulez vous développer, vous devez partir de ce que vous avez. Donc l'argent n'a de valeur que si ça permet de mobiliser des choses que vous avez. Parfois même, bon, la blague que je donne, c'est que si on crée de l'argent pour faire notre bissap, on n'a pas de problème, l'argent aura de la valeur parce qu'ici nous faisons notre bissap. Mais si vous voulez de l'argent pour faire du Coca-Cola, c'est difficile parce que le Coca-Cola, c'est ailleurs que ça vient. Et l'exemple aussi que je donne, c'est cet architecte burkinabé, Francis Kéré. Donc lui, il a fabriqué des hôpitaux, des écoles, parce qu'il s'est dit, moi je suis architecte, je suis né au Burkina, dans un village, mais ce qui m'a toujours fait mal, c'est que nous, en Afrique, on a la chance d'avoir le soleil 365 jours, 365 jours. Les salles de classe sont vraiment moches en Afrique. Il n'y a pas de lumière, rien du tout, alors qu'on a le soleil 365 jours, 365 jours. Il a dit, je voulais apporter de la beauté aux nécessiteux. C'est une très belle formule. Et donc, il a fabriqué des écoles vraiment très, très jolies, très, très aérées et aussi éclairées avec des matériaux sur place. Et donc, c'est ça que j'appelle les techniques de libération. Pourquoi j'appelle ça technique de libération? C'est-à-dire que vous utilisez votre créativité pour mobiliser ce que vous avez dans votre environnement. Et quand vous avez ce type de projet, vous n'avez besoin d'aucun dollar de l'extérieur. C'est moi qui vous dis, aucun dollar de l'extérieur.
Parce que votre limite financière, c'est ce que votre créativité et vos ressources propres ne vous permettent pas. C'est ça la limite. Et donc c'est ça la souveraineté monétaire. Donc quand on comprend cela, si les gens ne mangent pas à leur faim, si les enfants ne vont pas à l'école, si certains ne se soignent pas, ce n'est pas la fatalité. Ce sont des choix politiques de nos dirigeants. Alors, Ndongo, on avait grand espoir avec la CEDEAO quand même, avec cette monnaie unique éco, que la CEDEAO franchirait le pas. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est très concrètement? Bon, ça c'est votre langage. Moi, je n'ai jamais eu espoir dans la monnaie éco. Ah oui. Et la monnaie éco de la CEDEAO à 15 ne répond pas à la critique en termes de souveraineté. Parce que c'est une pâle réplique de l'euro. Et l'euro, c'est une monnaie sans souverain. Parce que la monnaie doit être la créature et l'instrument d'un État. Et donc l'euro, ce n'est l'instrument d'aucun État. Les États-Unis, le dollar, il y a un trésor fédéral. Donc nous, Africains, si nous voulons vraiment être sérieux, nous devons avoir un fédéralisme, un gouvernement fédéral qui émettra une monnaie au nom de tous. Comme ça, les pays qui n'ont pas leur propre monnaie, parce que si vous abandonnez votre propre monnaie, vous êtes comme Tambacounda, vous dépendez des impôts et des taxes. Si vous avez un problème, qui va vous aider? Personne. Mais si vous êtes dans un État fédéral, il y aura des transferts pour vous aider à vous ajuster. Donc une union politique d'abord. Une union politique d'abord. Les Européens maintenant, ils se sont rendus compte de leur erreur, qu'on ne peut pas avoir de monnaie unique sans le préalable de l'union politique. Donc si le CFA ne marche pas, ce n'est pas parce que c'est dominé par la France, mais parce qu'il n'y a pas aussi d'État fédéral africain qui garantissent la solvabilité, en tout cas le CFA, d'une certaine manière. Et donc, pour moi, nos pays peuvent avoir une monnaie nationale. Dans le cas de l'AES, je pense que vu les problèmes qu'ils ont et aussi qu'ils ont des structures économiques assez homogènes, l'AES peut avoir une monnaie unique à 3. Mais ce qu'il nous faut, nous, Africains, c'est un système de paiement continental. C'est-à-dire que, par exemple, quand quelqu'un doit faire un transfert d'ici au Ghana ou d'ici au Nigeria, ça passe par Londres ou les États-Unis. C'est pas normal. Donc on doit accumuler des dollars et des euros pour pouvoir commercer entre nous. Nous pouvons avoir un système de paiement où nous commerçons dans notre propre monnaie. Et ce commerce peut se passer de manière électronique. On n'a pas besoin d'avoir les mêmes billets de banque. Et donc on peut avoir cela. Et donc ce que ça va nous permettre, on n'aura plus besoin d'accumuler des euros et des dollars pour commercer entre nous. Et si on est en bloc, on pourra demander au reste du monde d'accepter notre unité de compte pour échanger avec nous. Donc ça c'est possible. Et donc moi c'est cette voie-là que je vois. Donc éco, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Et de toute manière, les pays de l'AES ne vont jamais aller dans l'éco parce qu'on a vu que maintenant la CEDEAO a été capturée par des intérêts étrangers. Et donc ces pays de la CEDEAO ont eux-mêmes sanctionné les pays de l'AES, parfois de manière totalement illégale, comme les sanctions financières, les sanctions monétaires, que la France a fait passer derrière la CEDEAO. Ça, on se rappelle dans le cas du Mali, en 2022, etc. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune chance que les pays de l'AES actuellement, en tout cas avec le leadership qu'on a, qu'ils aillent vers une monnaie éco. Cette monnaie éco ne verra pas le jour. Et la méthodologie qu'ils utilisent n'est pas bonne. Donc ce qu'il faut, c'est sortir du CFA via des monnaies nationales pour un pays comme le Sénégal et les 3 pays de l'AES ensemble. Et on a un système de paiement continental et après on se concentre sur la politique industrielle. Justement, le régime actuel de Diomaye Faye pendant la campagne électorale a dit soit on quitte le CFA, soit une monnaie nationale. Est-ce que quelque chose se passe dans ce sens au Sénégal? Depuis que le nouveau régime est là, il n'y a rien eu. Il y a eu des déclarations, pas toujours en phase les unes avec les autres, mais ce qu'il faut constater, c'est que rien n'a été fait. On utilise toujours le CFA et c'est notre malédiction. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup.